Donc moi, ce que je préconiserais aujourd'hui dans le choix de la pompe à chaleur, c'est plus, c'est pas une pompe à chaleur que vous allez choisir, c'est un artisan en qui vous allez pouvoir avoir confiance et qui va installer une pompe à chaleur pour pas être embêté derrière. Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au micro Gonzague Lin. Je prononce bien. C'est ça. Bonjour Gonzague. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Alors, tu es artisan, plombier, chauffagiste, chevronné et créateur d'Enfile ton bleu, la chaîne dédiée aux pros. Fort de plus de 20 ans d'expérience, tu dévoiles des astuces, des tutos et des tests outillages. On le voit bien, ton amour pour la technique et le travail bien fait transpirent dans chacun de tes contenus. Donc, bravo pour ça. Pour remonter un peu ton histoire, tu as été formé auprès des Compagnons du Devoir. Tu as ensuite, en 2009, créé en association avec Patrice Metz, Thermhydrotech, ta société axée sur le chauffage et les énergies renouvelables. Et parce que c'est encore récent, tu as été vice-champion des meilleurs artisans de France en plomberie chauffage, une reconnaissance bien méritée. Bref, aujourd'hui, avec Gonzague, on va parler chauffage et plus particulièrement de la pompe à chaleur. Appuie sur play et embarque avec nous dans cet épisode. Est-ce que tu es prêt, Gonzague ? Je suis prêt. On peut y aller. Alors, tu m'as préparé 2 affirmations. C'est toi qui vas commencer pour notre brise-glace de début d'épisode. Une vraie, une fausse. À moi de déterminer laquelle est vraie. Ok. Une pompe à chaleur et une chaudière gaz fuel peuvent fonctionner ensemble. Ok, je veux bien la deuxième. Les chaudières gaz à condensation sont interdites à poser en remplacement dans une maison. Alors, pour moi, j'appelle ça le côté un peu hybride, du coup, sur ta première affirmation, le fait de faire du renouvelable avec du combustible, du coup. Pour moi, c'est vrai, la première, et la deuxième est fausse. Est-ce que j'ai bon ? Bien joué. J'ai bien travaillé Nickel. mon sujet. Est-ce que tu peux mettre un peu de contexte sur ces 2 affirmations, s'il te plaît ? Alors je voulais pour la question fausse, pour l'affirmation fausse, justement je voulais faire un petit focus là-dessus parce qu'il y a eu un petit quiproquo il y a quelques mois justement sur les interdictions que potentiellement les chaudières gaz seraient interdites en remplacement. Et c'est vrai que ça a créé un peu de confusion notamment chez mes clients. Mmh. Et on a reçu beaucoup d'appels de gens qui avaient une chaudière gaz et qui pensaient pas forcément la changer tout de suite et on a reçu des appels un peu paniqués en disant le gaz va être interdit, comment on va faire, etc., etc. Donc ça c'était important pour moi d'en parler. Mmh. Et puis sur les chaudières, enfin sur les installations entre guillemets qu'on appelle hybrides. Donc hybride ça peut être on partira toujours d'une base, en tout cas moi quand je vais parler d'hybride aujourd'hui, ça va être surtout toujours sur une base de pompe à chaleur. Mmh. Et après ça peut être fonctionner en même temps en tandem avec une chaudière fuel qui est déjà existante, qu'on n'a pas forcément envie de remplacer, qu'on veut garder. Ça peut être une chaudière gaz, essentiellement c'est comme ça que ça se passe quoi. C'est souvent soit on met les deux neufs, mais c'est tout à fait possible aussi de garder par exemple sa chaudière à condensation qu'on a changée il y a 4-5 ans. Ouais. Et on veut passer à une pompe à chaleur. Ça permet notamment de pas n'avoir, parce qu'en fait si vous voulez aujourd'hui la pompe à chaleur est efficace sauf quand on a vraiment des températures quand même relativement négatives. Et en fait, quand on a des températures négatives, si on dimensionne une pompe à chaleur à 100%, enfin pas à 100%, mais pour qu'elle puisse chauffer 100% de votre logement seule, la puissance est forcément toujours plus élevée, donc le coût à l'achat est plus élevé. Quand on a déjà une chaudière existante, ça permet justement de pouvoir soulager la chaudière, enfin la pompe à chaleur quand il fait très froid dehors, et donc devoir mettre une puissance un peu moins importante sur la pompe à chaleur, donc forcément les coûts sont moins importants quoi. Ouais. Ouais. Et puis mais pour moi c'est un bon tandem, c'est quelque chose que j'ai fait chez moi il y a
Alors c'était pas encore très très développé. J'ai fait ça il y a 6 ans, il me semble, ouais. Et ça fonctionne très bien. Faut juste bien déterminer quand est-ce que les deux peuvent fonctionner ensemble. Quand est-ce qu'on arrête totalement la pompe à chaleur parce que ça sert à rien de la faire tourner parce qu'elle coûte aussi cher que de fonctionner au gaz. Mhm. Et puis ça permet aussi de soulager les matériels. Hein. C'est-à-dire que on peut utiliser la chaudière gaz pour faire de l'eau chaude en même temps. Moi, c'est ce que je fais chez moi. Ce qui évite de vraiment trop solliciter la pompe à chaleur et vraiment la solliciter quand les performances sont au rendez-vous, quoi. Ça permet d'avoir un équilibre et puis justement aussi c'est aussi un sujet, je pense, de pas jeter un matériel qui fonctionne déjà de base. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit beaucoup. Malheureusement, on parle d'écologie et on a des gens qui jettent une chaudière qui a 5-6 ans, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de logique, quoi. Si c'est pour virer ce qui a déjà été changé, il n'y a pas de réel intérêt. Maintenant, les mettre ensemble, pour moi, c'est quelque chose qui est très très efficace, quoi. Ok, bon, on va y revenir. Je te propose qu'on commence déjà peut-être par expliquer pour ceux qui ne connaissent pas trop. Bon, je pense qu'on en a parlé un peu dans les médias en ce moment, mais au moins comment ça consiste, en quoi ça consiste, pardon, une pompe à chaleur et comment ça fonctionne un peu de manière générale pour que les gens comprennent bien un peu le principe. On est sur un principe. Alors, on va pas rentrer dans la technique, hein, parce que il n'y a pas de réel intérêt, puis on va perdre beaucoup de monde. Mais déjà, la pompe à chaleur fonctionne avec du fluide frigorigène. Donc, c'est un fluide. Alors, il y a des fluides qui sont plus ou moins polluants pour la couche d'ozone. Mm-hmm. Donc ça, faut savoir, c'est que déjà, il faut vraiment passer par un professionnel pour faire poser ce genre de matériel. Après, la thermodynamique, c'est le principe, c'est de récupérer les calories dans l'air. Alors quand on est sur du RO, en fait, j'essaie de pas aller trop loin parce qu'il y a plusieurs gammes de pompes à chaleur. Ouais. Et on a surtout du RO, c'est-à-dire que vous prenez les calories dans l'air et vous les restituez dans un réseau de chauffage. Donc c'est-à-dire des radiateurs, planchers chauffants, donc c'est en eau. Donc c'est pour ça qu'on dit RO. Après, vous avez du OO, ou plus là où vous êtes sur du forage. C'est-à-dire que vous allez chercher des calories soit dans une nappe, ou alors vous mettez des sondes comme un plancher chauffant, mais vous mettez dans le sol dehors et vous allez chercher des calories dans le sol pour les restituer dans de l'eau sur un plancher chauffant ou radiateur. Et après, on a plus de la RR, où là, c'est plus de la clim, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher les calories dans l'air et on les restitue dans l'air quand vous avez une clim dans votre chambre mais ça, c'est plus utilisé, alors ça arrive que ce soit utilisé pour le chauffage et le rafraîchissement. Mais c'est plus souvent utilisé pour de la climatisation. Ok, ouais. Ok. Donc il y a vraiment, si je résume bien, 3 grands types de pompes à chaleur, hein, dans ce que t'as Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus courant. Après, il y a toujours des technologies qui démarrent, qui sont plus ou moins avancées, donc je vais pas forcément en parler, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est ça. Alors après, celle qui aura les meilleures performances aujourd'hui, ce sera la OO, parce que vous avez toujours en fait des températures entre guillemets identiques toute l'année, parce qu'en fait dans le sol, à partir d'une certaine distance dans le sol, la température du sol est toujours la même. Donc ce qui permet justement d'avoir un coefficient quasi toujours fixe toute l'année. Par contre, c'est des coûts qui sont beaucoup plus importants. Donc ça, faut le savoir. Et aujourd'hui, ce qui se fait le plus, c'est la RO, qui, entre guillemets, aujourd'hui, on arrive à avoir quand même des belles performances, même quand il fait quand même relativement froid dehors. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, votre COP, quand vraiment il fait très froid, n'est pas du tout. Donc quand je dis un COP, c'est un coefficient de performance. Hein. C'est-à-dire que en gros, un coefficient de performance, pour faire simple, quand on dit qu'une pompe à chaleur a un COP de 2, c'est-à-dire que quand elle vous consomme directement 1 kWh, elle vous en restitue 2. D'accord. Si vous avez un COP de 3, c'est toujours pareil, elle consomme toujours 1 kWh, mais elle vous en restitue 3. Voilà. Donc c'est le plus on avance, plus c'est performant. Voilà. Donc plus les températures extérieures sont élevées, plus le coefficient de performance est important. Ce qui n'y a pas forcément toujours de logique puisqu'on l'utilise pour du chauffage, mais voilà, les COP sont quand même relativement intéressants sur de la RO, et c'est-à-dire qu'en termes de budget, quand on peut s'affranchir d'un forage, voilà, ça permet entre guillemets à des personnes de pouvoir faire installer une pompe à chaleur sans forcément rentrer dans des budgets qui sont et dans des travaux aussi un peu plus conséquents. Ouais, voilà. Ok. Justement, en termes de, du coup, j'enchaîne là-dessus. En termes un peu de tendance et d'intérêt, comment tu peux,
C'est quoi les meilleurs critères pour choisir sa pompe à chaleur en fonction peut-être de sa taille de maison, de l'isolation, de la puissance, comme tu disais aussi? Alors déjà aujourd'hui, il faut savoir que tout le monde n'est pas techniquement prêt à faire installer une pompe à chaleur. C'est-à-dire la maison telle qu'elle est, par exemple, très mal isolée, les fenêtres pas remplacées, que vous n'avez pas un budget extravagant pour faire une grosse rénovation de votre maison, la pompe à chaleur, il faut oublier. Faut mieux se dire, je mets 30, 50 000 euros dans de l'isolation, je change mes fenêtres et pour l'instant, je pose une chaudière à condensation qui me coûtera entre 5 et 6 000 euros, 7 000 euros, peu importe si vous faites l'eau chaude avec, mais vous allez rester dans des budgets cohérents et vous allez pouvoir faire une belle rénovation plutôt que de se dire on pose une pompe à chaleur à 20, 25 000 euros et que derrière vous négligez l'isolation et vous négligez le remplacement des fenêtres. La pompe à chaleur, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle doit être dimensionnée pour la maison terminée. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire je mets une plus grosse parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de plus gros. Mais demain, quand on va isoler, c'est pas grave, elle tournera un peu moins. Une pompe à chaleur ne fonctionne pas comme ça. Une pompe à chaleur, elle doit vraiment, c'est un peu les contraintes de la pompe à chaleur, c'est que par exemple demain vous faites une extension, alors c'est toujours réalisable parce qu'on peut mettre des volumes tampons, etc. Mais ça prend tout de suite de la place et il faut savoir le dimensionner avant. On a une petite marge de flexibilité, mais qui est pas aussi importante qu'une chaudière gaz. Une chaudière gaz, on peut la brider à 10%, j'ai envie de dire, ou peut-être moins sur certains modèles, jusqu'à 100% de ce qu'elle peut donner. Et ça va pas la gêner. Aujourd'hui, on fonctionne sur les pompes à chaleur qu'on dit inverter, donc c'est-à-dire qu'on peut quand même faire varier la puissance. Ok. Mais faut éviter déjà de surdimensionner la pompe à chaleur, parce que si aujourd'hui on va dire que votre maison est pas du tout isolée, donc vous allez devoir installer une pompe à chaleur haute température et demain vous allez mettre toute l'isolation qu'il faut avec toutes les fenêtres, tout ce qu'il faut machin, et il aurait fallu installer une pompe à chaleur basse température. Alors la haute température peut faire très bien de la basse température parce qu'elle aura forcément des meilleures performances que si elle monte très haut en température, c'est pas le souci. Le souci c'est l'investissement de base, c'est-à-dire que vous allez investir dans un matériel qui va être quasi 2 fois plus cher que ce que vous allez avoir besoin à la fin. C'est pour ça que je préfère dire, moi j'ai beaucoup de clients chez qui on intervient où on fait rien, parce que je leur dis, moi techniquement aujourd'hui votre chaudière gaz elle fonctionne, on va la réparer si elle tombe en panne, on va l'entretenir, et puis demain si vos travaux sont terminés, que vous avez le budget, soit votre chaudière à gaz tombe en panne avant et puis on remplacera pour une chaudière gaz qui permettra demain de pouvoir faire un hybride. Mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs et c'est ce qui se fait beaucoup. On voit beaucoup de ça. Alors les gens, il y a des primes, certes. On a des primes pour les remplacer, donc les gens veulent faire ça tout de suite. Maintenant, techniquement, c'est pas parce qu'il y a des primes qu'il faut faire n'importe quoi et que si c'est pour être embêté dans 4 ou 5 ans parce que vous allez avoir un compresseur de pompe à chaleur qui va péter ou que votre pompe à chaleur sera mal dimensionnée, c'est-à-dire que les assurances ne fonctionneront pas. Et donc, en gros, les 20 000 euros que vous aurez mis sur la table, vous allez remettre 5 000 euros. Donc, des fois, j'ai des gens qui me disent, oui, mais je vais remettre 5 ou 6 000 euros pour changer ma chaudière. Alors, j'aurais pu les mettre dans ma pompe à chaleur et au final, ça me coûterait moins cher. Mais ça, c'est théorique. Parce qu'au final, les 5-6 000 euros que vous allez mettre pour changer votre chaudière gaz, qui aura forcément déjà d'office des meilleures performances que celle qui a 20 ans. Donc déjà, vous allez faire une économie réelle, qui est tout à fait logique. Et après, en plus de ça, vous allez pouvoir demain vous en servir pour faire de l'hybride. Donc vous allez réduire la puissance initiale de votre pompe à chaleur. Donc au final, les coûts sont pas... Faut pas se dire je mets 6 000 plus 20 000, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. Parce que l'installation peut être anticipée aussi, c'est-à-dire que quand on sait que les gens potentiellement demain veulent poser une pompe à chaleur, la chaudière on l'installe et on fait les raccordements avec des tuyauteries qui sont déjà prévues. Donc en fait on a quand même moins de travail à réaliser et puis on baisse aussi surtout la puissance de la pompe à chaleur. Donc l'un dans l'autre, c'est sûr que c'est des coûts qui sont plus importants, mais c'est mieux réfléchi et dans la pérennité de l'installation et dans les futurs dépannages à venir, il y en aura beaucoup moins. Ok. Et justement, donc dans les choses à faire attention, tu disais donc c'est tout ce qui c'est peut-être pas la priorité. Il faut peut-être parfois faire attention d'abord à l'isolation, etc. Réutiliser un système qui est déjà ou le renouveler un système qui est déjà en place. C'est ça. Quand est-ce qu'on sait qu'il est nécessaire de la remplacer, enfin de remplacer un système ou de mettre une pompe à chaleur? Est-ce qu'il y a des critères?
Bah, déjà, une chaudière qui a plus de 20 ans, faut la remplacer. Que ce soit par Ok. une chaudière gaz condensation ou une pompe à chaleur en fonction de votre maison si elle est plus ou moins bien isolée. Faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, si déjà aujourd'hui on remplaçait déjà toutes les chaudières qui avaient plus de 20 ans, Mhm. non pas qu'elles fonctionnent pas, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste que vous avez des telles déperditions, c'est un peu comme les vieilles cheminées. En fait, les vieilles chaudières, c'est comme les vieilles cheminées de l'époque, c'est-à-dire que vous êtes à l'air libre, vous chauffez 80% l'extérieur et 20% votre intérieur, quoi. Mhm. Donc ça, comme une cheminée, ça a son charme, mais c'est pas du tout efficace, quoi. Ce qu'il faut Faut faire la retenir, c'est distinction. ça. Après, il faut bien faire attention. Avec les pompes à chaleur, c'est pareil. Vous avez des abonnements électriques et des fois, bah, il y a des installations qui sont pas forcément possibles parce qu'il y a des gens qui sont déjà sur du délestage ou des choses comme ça ou qui ont des installations qui sont pas adapté à ça. Alors ça m'arrive très rarement, mais ça peut arriver. Donc faut aussi savoir que quand vous faites poser une pompe à chaleur, en règle générale, si votre maison est assez vieille, vous allez quand même devoir avoir une réflexion du tableau électrique, quoi, et des sections de câbles. Donc on a encore une tranche de travaux qui est pas forcément toujours expliquée et que quand les gens ont signé le devis de la pompe à chaleur, les personnes vont dire bah oui mais là par contre faut faire venir un électricien parce que les alimentations électriques elles sont pas bonnes ou Mhm. l'artisan va pas forcément alors je tape sur personne hein, mais c'est des choses Ils qui sont sont durs. réelles. Nous on a Mhm. des appels où les clients les artisans viennent plus ou les entreprises viennent plus et on y va et en fait le disjoncteur arrête pas de sauter parce que bah tant que la pompe à chaleur fonctionne quand il fait beau dehors ça marche et dès que la pointe électrique se met en route bah il y Ouais. a tout qui saute quoi. En gros, c'est l'installation électrique qui est pas suffisante pour Bah, alimenter. en fait, souvent vous avez une pompe à chaleur qui fonctionne déjà à l'électrique, et si Mhm. vous n'avez pas d'hybride et que justement l'appoint de pompe à chaleur est électrique, bah vous avez des résistances jusqu'à 6 ou 8 kilowatts qui démarrent. Si votre abonnement n'est pas conçu pour ça, et soit votre Linky saute parce que vous n'avez pas un abonnement assez important, ou soit c'est vos disjoncteurs qui sautent parce que c'est mal dimensionné, quoi. Ok. Donc il y a des fois souvent, bien souvent aussi un peu de modifs électriques qui doivent être faits par un professionnel électricien. Donc souvent les installateurs, nous par exemple, on l'installe, mais j'ai un électricien qui passe Mhm. pour brancher et attester que c'est ok. C'est-à-dire que moi j'ai une facture qui dit que l'installation est conforme et c'est lui qui fait le raccordement entre l'arrivée générale et le tableau que j'ai réalisé, quoi. Ouais, ça évite les mauvaises surprises, effectivement. Surtout quand tu dis, quand Ouais, et il puis fait beau, après ça va, mais après c'est chacun son métier, quoi. On peut avancer le travail parce qu'on sait ce qu'il y a à mettre, on connaît les protections, les fabricants nous le donnent, hein, donc on fait pas ça à l'aveugle. Alors plus il y a de puissance, forcément, plus les sections de câbles sont importantes, plus l'abonnement doit monter. Donc c'est pareil quand vous Mhm. êtes sur une haute température par rapport à une basse température, des fois les puissances sont quand même plus importantes et vous allez forcément avoir la pointe électrique qui va démarrer plus vite. Si vous Mhm. demandez 70 degrés sur vos radiateurs ou 35 degrés dans un plancher chauffant, c'est pas du tout la même chose. Donc forcément, parce qu'il faut savoir que là, quand on dimensionne une pompe à chaleur, on la dimensionne à peu près jusqu'à 80% maximum des déperditions totales de la maison. Ok. C'est assez Et énorme. les 20%, c'est sur la pointe électrique. Ok. C'est toujours basé sur une température de référence par région. Moi, par exemple, dans le nord, on a une température référente de -9. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a déterminé les déperditions totales de la maison, bah par exemple si on part sur 10 kilos de déperditions sur la maison, Mhm. la pompe à chaleur va en absorber 8, donc il faut qu'on ait, nous, 8 kilos justement par rapport à ces températures inférieures, Ok. avec la pointe électrique compris qui va couvrir les 20% de différence. Pour pouvoir atteindre Voilà. Et à l'équilibre. l'inverse, sur de l'hybride gaz, nous on dimensionne plus sur 60-40, c'est-à-dire que on dédie 60% de la puissance sur la pompe à chaleur et les 40 autres pourcents sont sur la chaudière gaz. Alors on peut aller Ok. jusqu'à 70-30. Enfin, après, ça, c'est des choses qui se calculent. On regarde en fonction du coefficient de performance de la pompe à chaleur. Parce qu'en fait, c'est toujours un coefficient de performance, on le calcule. Quand on est sur de l'hybride gaz, en fait, il faut juste savoir que si à un moment donné la pompe à chaleur a plus qu'un COP de 1, c'est-à-dire que 1 kWh consommé vous en restitue 1, il faut bien regarder le prix de votre kilowattheure gaz et le prix de votre kilowattheure électrique. Si à un moment donné les deux se rejoignent, bah, Mhm. vaut mieux faire fonctionner du gaz plutôt qu'une pompe à chaleur
déjà qui va être justement en train de fonctionner quasi à 100%. Donc vous allez forcément la solliciter énormément, et c'est là qu'on la soulage en fait. Et c'est l'intérêt du gaz ou de la pompe électrique. La pompe électrique est justement là pour soulager à un moment donné la pompe à chaleur qui arrive plus à couvrir 100% des déperditions qui ont été estimées, quoi. Okay. Donc c'est pour ça qu'en fait quand vous réisolez la maison, en fait ces 80-20 ils sont plus cohérents. Donc en fait soit on se rapproche trop et en fait on va quasiment, quand vous allez être isolé, la pompe à chaleur sans la pompe électrique va couvrir 120-130% des déperditions. Et donc en fait quand elle va démarrer, elle va chauffer tellement vite l'eau qu'elle va se couper toutes les 4-5 minutes, voire 2 minutes. En fait on va faire un phénomène de court cycle qu'on appelle, et la pompe à chaleur vaut mieux qu'elle tourne 2-3 heures, une demi-heure, 30 minutes, qu'elle s'arrête et elle démarre toutes les 3 minutes, parce que là en fait votre compresseur va pas du tout aimer, quoi. Et c'est là où peut-être qu'on abîme peut-être. C'est là qu'on a de la casse, c'est là qu'on a beaucoup de casse, quoi. Ok. Est-ce que c'est possible de résumer un peu les grands avantages et inconvénients de la pompe à chaleur par rapport à d'autres systèmes, justement gaz, fuel, ce qu'on a plus l'habitude peut-être d'historique? Alors les gros avantages de la pompe à chaleur, ça va être les coûts, hein. Les coûts de fonctionnement quand elle est bien installée, que justement comme la pompe à chaleur a un coefficient de performance qui est forcément toujours plus avantageux que du gaz ou du fuel. Parce que là, gaz fuel, vous êtes sur 1 pour 1. C'est-à-dire que tout ce qu'elle va prendre, elle va vous le restituer à l'identique. Okay. À l'inverse de la pompe à chaleur où tout ce qu'elle vous prend, elle va vous le restituer à 2, 3, 4, voire 5 fois en fonction des installations. Donc forcément, il y a des pompes à chaleur qui vont vous restituer, qui vont vous demander 4 fois moins de puissance réelle de fonctionnement. Donc le gros avantage de la pompe à chaleur, c'est ça, à l'inverse de la chaudière gaz. Par contre, en coût de réparation, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le billet moyen sur une installation de chaudière où vous avez déjà une grosse panne, vous allez tourner sur des budgets qui vont être entre 300-400 euros, et on est déjà sur des grosses pannes. Alors je parle pas d'un corps de chauffe qui va percer, où là c'est beaucoup plus onéreux, mais en moyenne sur une grosse panne de pompe à chaleur, enfin de chaudière gaz, on va être sur 300-400 euros. Okay. Et c'est déjà la grosse panne, et vous allez être relativement dépanné dans la journée, parce qu'on a des pièces et on n'a pas besoin de faire de manipulation de fuite frigorigène. Donc on peut vider, changer la pièce, ça dure 2 heures, 3 heures, et la chaudière est repartie. Et on a facilement des pièces. À l'inverse d'une pompe à chaleur, alors si c'est sur la partie hydraulique, radiateur, etc., là c'est à peu près pareil, hein, on n'a pas de problème spécifique. Par contre, dès que ça touche à la partie frigorifique, là, ça pose problème. C'est pas que ça pose problème, c'est que ça demande du temps. Il faut récupérer à chaque fois le gaz, parce qu'on peut pas le rejeter dans l'air. Il faut récupérer le gaz, il faut faire des certifications, des papiers comme quoi on a bien récupéré le gaz, quel gaz on a réinjecté. Il faut changer la pièce. Les pièces frigo sont quand même chères. Ça, faut pas se mentir. Maintenant, une installation pompe à chaleur frigo bien faite, bien mise en route, on a beaucoup moins de pannes frigo on a plus de problèmes hydrauliques liés à des installations de chauffage, etc., avec les boues, avec d'autres problèmes que des parties frigo. Mais si une installation frigo est pas réalisée correctement et qu'on a vite des problèmes, on est plus sur des budgets entre 1000 et 1500, voire 2000 euros. Ouais, c'est pas la même chose, hein. On a par exemple un client chez qui on a été sur une pompe à chaleur qu'on n'a pas installée. Ils ont eu des soucis sur la carte de régulation inverter. Alors là, on parle même pas de récupérer du fil, hein. On parle d'une carte électronique qui gère la pompe à chaleur. La carte électronique à l'achat pour nous coûte 1900 euros, et vous l'avez pas changé, quoi. Donc la main d'œuvre, tout ça, ça voilà, recherche de panne. Parce que pour trouver une panne de la carte électronique inverter, c'est pas facile, ouais. Et puis l'électronique, je veux dire, on n'est pas magicien, on n'est pas dans les composants. Une panne purement électronique avec des pannes aléatoires, c'est quand même quelque chose qui est très 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 complexe à repérer, surtout quand ça fonctionne de temps en temps.
Et souvent, nous, quand on passe, la pompe à chaleur, elle tourne, et quand on s'en va 5 minutes après, elle tombe en panne. Ça, donc, c'est le lot de tout le monde quand on veut faire appel à un j'ai des clients, souvent, ils nous disent, bah, de toute façon, vous allez être là, elle va tourner, c'est sûr, elle va marcher, hein, et puis quand vous allez partir, et c'est ce qui se passe à chaque fois, je pars, et 5 minutes après, elle tombe en panne, quoi. Ouais, c'est assez fantastique. Donc après, voilà, c'est ça. Moi, ce que je dis toujours, et c'est là où, en fait, la pompe à chaleur a ses limites, c'est très, très bon matériel, c'est très performant, ça fonctionne très bien, j'en suis convaincu. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens, si vous posez une pompe à chaleur, on va être clair, c'est que vous avez les moyens de l'entretenir. C'est bien beau de se dire, j'ai des crédits d'impôt, la pompe à chaleur me coûte moitié prix, etc., etc., etc. Si demain vous gagnez tous les deux le SMIC, pas la peine de poser une pompe à chaleur. Si les fins de mois sont toujours difficiles ou que vous avez juste de quoi vous faire plaisir de temps en temps, faire un petit restaurant, vous ne posez pas une pompe à chaleur. Vous installez une chaudière gaz qui vous coûtera déjà beaucoup moins cher à l'achat, qui fera le boulot. Alors certes, vos factures de gaz, vos factures électriques, etc., enfin vos factures de chauffage seront plus chères qu'une pompe à chaleur, mais l'investissement initial, il est moins cher aussi. Donc après, il faut sur le long terme, et après, c'est surtout que c'est là où moi je déteste arriver chez des clients où en fait les gens, quand je leur dis il y en a pour 1 000 euros, en fait la décision c'est écoute, on va pas se chauffer, quoi. Donc 300 euros, c'est toujours embêtant, mais on arrive à se débrouiller. On peut toujours demander à quelqu'un de prêter 100 euros, etc. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Hein. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent. Nous, des fois, on fait entre guillemets crédit. On leur dit, vous payez en 3 fois. Quand on voit que les gens sont vraiment, voilà. Enfin, je veux dire, on arrive à se débrouiller en disant, voilà, vous nous faites 3 chèques de 100 euros, on les encaisse sur 3 mois et nous, ça nous impacte pas. Par contre, quand on arrive sur des budgets où nous, on achète déjà la pièce 1 000 euros. Je peux pas, enfin c'est des choses qu'on peut pas faire. Donc en fait c'est ça, c'est que oui, la pompe à chaleur vous génère des économies sur vos factures à l'instant T, mais par contre le budget de pose est beaucoup plus important. Mais ça fonctionne très bien et si vous avez moyen de le faire, faites-le. Mais il faut le faire aussi sur des maisons qui sont bien isolées, qui sont bien pensées, qui sont déjà entre guillemets thermiquement conformes. Alors pas non plus sur des normes de dingue, mais faut pas que ce soit une passoire, quoi. Y a pas d'intérêt. Une passoire, on pose pas une pompe à chaleur, hein. Et même une chaudière gaz, j'ai envie de dire, mais je veux dire, vaut mieux dire, on pose une chaudière gaz et on met le reste du budget sur l'isolation que de faire l'inverse. Parce que c'est pas du tout cohérent. Et déjà, d'une part, votre pompe à chaleur, quand vous allez commencer à bien réisoler votre maison, elle va faire des coursives, donc elle va péter. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous allez forcément la faire remplacer. Donc en fait, le budget initial mis en pensant faire des économies n'est pas du tout au rendez-vous, quoi. Ouais, c'est une question de priorité, c'est sûr. Du coup, ça me fait penser, est-ce qu'il y a un entretien particulier pour la pompe à chaleur ? Est-ce qu'on doit est-ce qu'il y a des bonnes pratiques et faire passer un professionnel ou même nous en tant que particulier, on peut faire déjà des choses pour bien l'entretenir ? Alors aujourd'hui, il y a une obligation d'entretien tous les deux ans. Ok. Sur une chaudière gaz, c'est tous les ans. Sur les pompes à chaleur, c'est tous les 2 ans. Ça comprend beaucoup de nettoyage, surtout sur l'extérieur. Alors à l'intérieur aussi, on nettoie les filtres, etc., etc. Mais il y a aussi une recherche de fuite, frigo, pour justement tous les 2 ans vérifier qu'avec un détecteur de fuite, on n'est pas potentiellement une fuite qui arrive. Hein. C'est des choses qui malheureusement arrivent, mais au moins on peut les détecter assez facilement sans perdre 100% du gaz, parce que là c'est plus pour la couche d'ozone que c'est important. Et pour le fonctionnement de la pompe à chaleur, mais moi je le vois plus dans un sens où aujourd'hui on se doit de vérifier tout ça le plus régulièrement possible pour éviter d'impacter encore plus la couche d'ozone que ce qu'elle est aujourd'hui. Moi ce que je préconise à mes clients, c'est plus de regarder derrière la pompe à chaleur quand vous avez des arbres, parce qu'il faut éviter quand même quand vous avez une installation de pompe à chaleur RO, donc c'est-à-dire avec le groupe extérieur visible, si vous avez beaucoup d'arbres, beaucoup de feuilles, beaucoup de débris végétaux qui peuvent se balader, etc., qui peuvent aller se boucher, se coincer dans la pompe à chaleur. Moi, je dis aux clients, si de temps en temps vous allez derrière, vous voyez des feuilles avec à la main, vous les enlevez. Faut pas commencer à gratter avec un couteau ou des choses comme ça, mais juste régulièrement essayer d'enlever le plus possible de feuilles qui pourraient se coller.
Après, on a plus le souci avec le pollen, mais le pollen, c'est plus quand vous faites de la clim que quand vous faites du chauffage. Donc là, on a moins le souci, même si beaucoup de pompes à chaleur maintenant fonctionnent en rafraîchissement. Donc on peut faire du rafraîchissement sur le plancher chauffant ou sur des ventiloconvecteurs, mais pas sur des radiateurs simples. Ventiloconvecteurs, c'est des radiateurs mais avec un air pulsé, avec des ventilateurs dedans. Donc là, vous pouvez faire du rafraîchissement. Donc là, oui, on a un peu de pollen, mais nous aujourd'hui, ce qu'on préconise à nos clients, c'est plus de faire un entretien tous les ans. Ok. Qui sera moins entre guillemets. Alors, si j'ai vraiment un client qui a pas d'arbre du tout, je sais que je vais venir au bout d'un an, il y aura rien, enfin, ça sera très peu sale. Là, on va leur dire, on va passer la première année voir. Si je vois, moi, je suis sincère avec les gens, c'est-à-dire que si je vois que j'ai pas de boulot ou pas suffisamment pour le montant qu'on me demande habituellement parce qu'on a du travail, l'année suivante, je vais leur dire, écoutez, appelez-moi dans 2 ans. Parce que de toute façon, là, aujourd'hui, les filtres de chauffage étaient pas très, très sales. La batterie extérieure, enfin, la pompe à chaleur extérieure était pas très, très sale. On a enlevé quelques trucs, mais c'est des choses que vous auriez pu enlever vous-même. Mais maximum 2 ans. Même si vous avez l'impression qu'elle est propre, il faut pas entendre qu'il y a un encrassement, énorme pour pouvoir le faire. Parce qu'en fait, là, il est trop tard et l'intervention sera beaucoup plus importante. Ok. Donc ça passe quand même forcément. Il y a des attestations derrière. Ouais, il y a un CERFA. Enfin, c'est pas un CERFA, c'est des attestations d'entretien que nous on fait sur une application pour vraiment bien détailler chaque étape. En fait, c'est normé aujourd'hui. Vous avez vraiment des étapes à regarder, à checker et qui sont là pour la pérennité de l'installation. Un entretien, en fait, ça permet déjà de nettoyer le produit, mais ça permet aussi de potentiellement détecter un futur problème. Ça, faut le voir aussi comme ça. Un entretien, c'est pas que on met un coup de pinceau. Beaucoup pensent qu'on vient, on fait pas grand chose et on prend de l'argent. Nous, aujourd'hui, quand on passe faire un entretien, je peux vous jurer que du boulot, il y en a et ça évite surtout énormément de problèmes derrière. Si vous avez une logique de vous dire, si moi, tant que ça marche, je fais rien et j'appelle quand ça tombe en panne, le problème, c'est que des fois, une bricole qui aurait pu être réglé rapidement va engendrer énormément de problèmes sur le reste de l'installation, quoi. Complètement. Ouais, c'est toujours un peu, mais pour tout, que ce soit pour la voiture, que ce soit pour. Ouais. Même par exemple, si votre réseau il commence à être emboué, que nous, par exemple, quand on fait l'entretien, on voit que les filtres commencent à se charger pas mal et tout, on se dit c'est quand même bizarre. Il y a quelque chose qui se passe. On va mettre un produit pour justement essayer de dissoudre ça. Et on va repasser pour faire un rinçage avant que ça se bouche. Ça, en fait, c'est ce qui va vous faire économiser 20 à 25% de votre facture en moins. Parce que plus vous êtes bouché, plus vous êtes chargé en débris, en dépôt, etc., plus votre pompe à chaleur va avoir du mal à faire circuler, plus elle va avoir du mal à chauffer, donc plus elle va devoir chauffer longtemps pour restituer la même chaleur qu'elle faisait avant quand tout fonctionnait très bien. Sauf que ça, visuellement, ça se voit pas, en fait. Ouais. Ça, c'est que quand donc c'est ça qui est un entretien, un entretien, faut le voir comme ça. C'est-à-dire que c'est aussi bien pour nettoyer votre machine que pour détecter d'éventuelles pannes ou d'éventuels soucis sur l'installation. Aujourd'hui, on doit aussi contrôler l'eau. Donc on doit analyser l'eau de chauffage pour voir si justement il y a un phénomène de corrosion qui est en train de se réaliser ou pas. Il y a plein d'étapes. Vérification des filtres, vérification des tensions électriques, voir s'il n'y a pas un câble qui s'est desserré ou qu'il y a des choses anormales ou qu'il y a une modification électrique. Par exemple, il y a le voisin qui est venu vous filer un coup de main, il a modifié un truc et puis au final on se rend compte que il y a un truc qui va pas et qui pourrait potentiellement cramer une carte électronique dans le temps, une mauvaise mise à la terre, et en fait c'est tout ça qu'on contrôle. Pour quand c'est bien fait, on contrôle quand même beaucoup de choses et au moins vous êtes serein. On s'en va, on vous dit, moi je peux dire à mon client, c'est bon, tout est ok, franchement il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'encrassement anormal, vous serez tranquille pour l'hiver prochain. La durée de vie à peu près d'une pompe à chaleur, c'est combien de temps? Enfin, c'est estimé à combien de temps? Bien entretenu du coup. Ouais, j'allais dire bien entretenu. La thermodynamique entre guillemets, j'ai envie de dire, elle a pas réellement de fatigue. Maintenant, ça va être plus le reste, mais 15-20 ans sans trop de problème. Sur un matériel de bonne facture. Attention, après, il y a pompe à chaleur et pompe à chaleur.
déjà de base. Si vous allez sur du low cost, vous irez pas sur 15 ou 20 ans, ça c'est sûr. Parce qu'après c'est ça aussi, c'est que la pompe à chaleur, vous avez tous les prix. Est-ce que t'as des astuces justement pour bien choisir son fournisseur de pompe à chaleur, sans forcément citer des noms, mais au moins des petites astuces à bien regarder quand on veut installer une pompe à chaleur, un peu vers quoi on doit regarder, quoi. Après, c'est toujours compliqué pour un particulier, un peu comme quand tu veux choisir un matériel que tu connais pas, que tu as envie d'investir dedans, c'est toujours compliqué. Moi, ce que je conseille essentiellement, réellement, c'est un peu faire ce qu'on fait tous, chacun, c'est de se renseigner et de regarder un peu les performances déjà des produits, de même d'équivalence. Et après, c'est toujours compliqué. Moi, je me mets toujours à la place d'un particulier qui cherche à faire changer sa pompe à chaleur. Je me dis, mais moi, je suis du métier, donc c'est quelque chose qui me paraît tellement logique. Ouais, Mais quand je me mets, moi, je discute forcément avec des amis, des choses comme ça, et qui me disent, mais franchement, ton métier, enfin, je veux dire, quand tu vas le présenter à un client, c'est du charabia. C'est le client, il sait pas. En fait, on peut raconter ce qu'on veut, entre guillemets. Donc moi, ce que je conseille plus aux clients aujourd'hui, c'est trouver le bon artisan en qui vous aurez confiance, qui vous montrera pas de blanche. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à demander à un artisan de dire bah moi je veux voir un client chez qui vous avez posé une pompe à chaleur il y a 5 ans, pas il y a 1 an, parce qu'il y a 1 an c'est facile, il y a 1 an tout fonctionne. Hein. C'est au bout de 4-5 ans que ça commence à. Donc déjà se renseigner par rapport à ça, regarder si l'artisan est référencé chez la marque à laquelle il vous propose. C'est-à-dire que s'il a suivi des formations chez cette marque-là, pour justement pas pouvoir assurer le dépannage. Est-ce qu'il fait le SAV? Parce que aujourd'hui on a beaucoup d'entreprises qui surfent sur la vague de la pompe à chaleur où quand il faut vous appeler, venir sonner chez vous et prendre un rendez-vous et vous faire signer en bas de la page, il y a du monde. On vous répond toujours. Et puis le jour où ça tombe en panne ou qu'il faut faire l'entretien ou qu'il y a quelque chose qui va pas, l'entreprise soit n'existe plus, où il y a plus personne qui répond, où on vous dit tout simplement la phrase magique de dire ah mais non, nous on ne gère pas le SAV, on fait que la pause. Ah. Et donc pas sauf que le problème c'est quand derrière la personne choisit un autre artisan, et l'artisan qui est déjà pas mal occupé va vous dire bah ouais, mais moi je l'ai pas posé. Donc moi si je mets les mains dedans, tu prends la responsabilité. Je prends la responsabilité de l'installation, donc je la prends pas. Alors nous, ça nous arrive de le faire, mais ça demande beaucoup de travail. On est obligé de refaire un devis au client de remise en conformité, puisqu'en général, c'est pas conforme. Quand vous avez un problème au bout d'1 an, c'est que soit vous avez un problème de carte électronique lié au fabricant, mais là, c'est le fabricant qui prendra sa charge. Mais bien souvent, c'est plus des problèmes d'installation. Donc en fait on démarre pas bien quoi. On intervient chez le client, ça fait 1 an qu'il y a une pompe à chaleur, il fait déjà un devis de remise en conformité de l'installation et il peut pas se retourner parce que l'entreprise n'existe plus quoi. Ouais. Donc ça fait souvent mal au cœur quoi pour tout le monde. Moi c'est toujours des situations qui sont délicates que j'aime pas trop, mais je peux pas non plus ne pas aller dépanner des gens qui ont des enfants. Enfin je veux dire ou des personnes, des retraités. Malheureusement il y a des retraités qui se font avoir. Il y a toutes sortes de personnes différentes qui se font avoir malheureusement et il y en a franchement beaucoup. Donc moi ce que je préconiserais aujourd'hui dans le choix de la pompe à chaleur, c'est pas une pompe à chaleur que vous allez choisir, c'est un artisan en qui vous allez pouvoir avoir confiance et qui va installer une pompe à chaleur pour pas être embêté derrière. Moi, quand je vends une pompe à chaleur à un client, c'est quand ils me disent pourquoi cette marque-là? Moi, j'ai mon copain, il y a une autre marque. J'ai l'autre marque fonctionne très bien aussi, sauf qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus l'habitude et je suis beaucoup plus à l'aise avec cette marque-là parce que je la connais bien et que j'ai des pièces détachées en stock dans mon garage. Demain, si cette marque-là, je vous la fais, je vais en poser que une, donc je vais pas stocker de la pièce. Donc demain, si vous êtes en panne, je vais vous la dépanner, c'est pas le souci, sauf que ce sera 48 à 72 heures pour avoir des pièces. Donc voilà. Après, c'est un choix, en fait. Un artisan, souvent, c'est ça, il a 1 ou 2 marques, 3 marques, ça dépend. Mais c'est plus, c'est pas une marque de pompe à chaleur que vous allez choisir, c'est surtout un bon artisan. Oui. Moi, c'est quelqu'un qui va suivre derrière, quoi. Qui est capable de vous montrer pas de blanche, c'est-à-dire qui est capable de vous dire moi je suis formé pour faire le SAV, je suis formé pour vous les installer, j'ai des références, je peux vous amener chez des clients, aucun problème.
Je vous donne l'adresse, vous y allez, vous posez des questions, vous allez voir. Moi aujourd'hui, j'ai aucun problème et je peux envoyer 10 adresses et je veux dire, moi je dis à mes clients, faites votre choix. Moi, j'ai pas de et j'ai dit même chez qui j'ai eu des problèmes, ils vous diront que les problèmes ont été réglés. Des boîtes qui ont pas de problème, ça n'existe pas aujourd'hui. Tout le monde a des problèmes. Après, c'est de les assurer. Des fois, on met du temps parce qu'on est sous l'eau. Ça, faut en être conscient. Ça, c'est notre réalité. Un artisan qui vous dit, je vous pose votre pompe à chaleur dans une semaine, faut se poser des questions. Hein. Moi, je suis pas faire. Moi, je suis pas faire. Il faut pas être pressé. Enfin, je veux dire, c'est sûr que quand il y a une urgence de remplacement parce que plus rien ne fonctionne, bah. Il n'y a plus de chauffage, ouais. Mais c'est là où on fait les plus grosses erreurs. Hein. Parce que c'est là où c'est les boîtes qui vont vous dire, bah moi, je viens dans 3 jours. Ouais, c'est une question d'anticipation, mais c'est vrai que c'est des questions à se poser. Et on en parle pas mal en ce moment, du coup, justement, avec toutes les aides, etc. Donc, c'est peut-être le moment de juste se poser, se dire quel est mon système, comment ça peut fonctionner, hybride ou pas, et voir aussi les budgets, comme tu disais. Hein, ça, c'est hyper important, quoi. Pas aussi hésiter à, si vous avez une marque ou un ami chez qui a fait une installation, alors s'il est dans votre coin, bah, que si les gens sont contents, faut prendre le même. Hein. Si les gens, ça fait 4-5 ans que ça tourne bien, que la personne vient faire l'entretien et qui gère les dépannages, bah vous allez trouver votre artisan. Faut pas chercher plus loin, même s'il est 2000 € plus cher, c'est lui qu'il faut prendre. Hein. Faut pas se poser la question. Alors que c'est ça aujourd'hui. J'ai beaucoup de clients, ils m'appellent, ils me disent voilà où j'arrive chez des clients chez qui je faisais l'entretien de chaudière. Et je viens pour un autre dépannage et j'arrive et je vois dans le jardin une pompe à chaleur. Et c'est des gens chez qui j'ai dépanné le vendredi soir, le samedi. Enfin, qu'on s'est toujours plié en quatre pour eux. Ils ont même pas eu la décence de nous appeler pour nous en parler. Parce que, mine de rien, c'est frustrant. Les gens chez qui on va dépanner le samedi, qu'on décroche le dimanche, qu'on y va le vendredi soir au lieu d'aller à la fête des enfants, on part en urgence les dépanner, changer une pièce pour qu'ils aient du chauffage le week-end, etc. Et que derrière, quand on vient dans leur jardin et qu'on se rend compte qu'il y a une pompe à chaleur à 1 € qui a été posée et que ça a été fait à l'arrache et que ce client-là a encore le culot de vous appeler pour parce que ça fonctionne pas, en fait, c'est là où ça marche plus en fait. Les gens veulent des gens de confiance, mais toujours aller chercher du prix, faut pas se leurrer. De toute façon, la bonne affaire, l'installation à 1 €, ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui va se récupérer derrière. Il y a personne, vous avez pas de voiture à 1 €. Vous n'avez pas de maison à 1 €. Rien n'est à 1 €. Donc, quand on vous propose une installation à 1 €, faut vous barrer. Faut partir en courant. C'est pas possible. Un vrai artisan ne vous proposera jamais une installation à 1 €. Et l'État n'a jamais dit qu'il paierait toute l'installation et c'est surtout que même quand vous avez une installation à 1 €, vous n'aurez pas de crédit d'impôt quand la pompe à chaleur elle sera pétée. Est-ce que justement on peut clôturer un peu sur ça, sur les aides, comment ça fonctionne justement, comme tu parlais justement les installations à 1 €, etc. Les aides aujourd'hui, c'est très vaste. Le problème, vous avez une aide fixe qui est réelle pour n'importe qui, entre 2000 et 2500 et 2600 € à peu près. Okay. Ça, c'est plus mon associé qui gère, mais je sais qu'il y a une aide fixe qui est pour tout le monde. Peu importe ce que vous voulez changer votre pompe à chaleur, vous voulez faire installer une pompe à chaleur. Alors, il y a bien il y a des choses à bien respecter, c'est-à-dire que vous devez avoir un devis. Ce devis, il doit être validé par l'ADEME. Et une fois qu'il est validé, vous pouvez attaquer vos travaux. Faut pas faire vos travaux et envoyer votre dossier à la fin parce que de toute façon, il sera refusé. Et vous serez pas payé. Enfin, vous serez pas remboursé. Après, toutes les autres aides complémentaires sont vraiment liées. Quand vous allez sur le portail EDF, par exemple, je dis EDF, mais ça peut être un autre, ils font tous. Vous saurez exactement quelles aides vous allez avoir. C'est-à-dire, vous rentrez vos revenus, le montant de la pompe à chaleur, etc., etc. Et là, ça vous sort. Moi, je peux pas. En fait, les clients souvent ils me disent combien je peux avoir. Je peux leur dire qu'à partir du moment où j'ai leurs revenus. Et moi, ça me regarde pas en soi, si vous voulez. Combien ils gagnent. C'est plus à la personne de faire un peu la démarche, de regarder. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui font, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'artisan aujourd'hui, il est là pour faire votre installation. On n'est ni comptable, ni banquier, ni gestionnaire de patrimoine. Enfin, aujourd'hui, les gens qui se disent, moi, je veux que mon artisan, quand on m'appelle des fois en disant, est-ce que vous faites tout? Je dis, c'est-à-dire, oui, je vous fais toute l'installation.
oui, mais les papiers, est-ce que vous faites tous les papiers, nos déclarations? J'ai dit non, non, moi je fais pas ça, je vais pas faire vos papiers pour que vous puissiez gagner de l'argent. Enfin, à un moment donné, faut, si vous voulez récupérer de l'argent, c'est à vous de faire les démarches. Un vrai artisan ne fait pas de démarches, c'est-à-dire que on peut les assister, on va les guider en disant bah vous allez sur tel portail, vous faites ceci, on remplit les papiers qu'ils ont pré-remplis, on les signe, etc. pour que ça se passe bien. Ça c'est pas le souci, mais c'est pas à l'artisan de faire les papiers pour que le client final récupère ses aides, quoi. Enfin, oui, complètement. Non mais je suis d'accord, hein, je suis alignée avec ça. Hein. Pour moi, il y a pas de logique. Je veux dire, les artisans sont formés pour vous faire des belles installations, et tout ce temps-là qui va passer à faire les papiers, c'est du temps qui passera pas à faire en dépannage, en installation, en devis. Donc au final, il se tire une balle dans le pied. Je suis alignée avec toi. C'est comme le médecin qui fait toute la paperasse, il est plus payé pour être avec le patient que de la paperasse. C'est ça. Enfin, je fais le comparatif, mais ça existe dans plein de métiers malheureusement. C'est ça. Et trop bien Gonzaï. On a fait un bon petit tour sur la pompe à chaleur. Le temps passe. Je te propose de passer, si tu veux bien, à la phase action. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Ubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Ubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos éditeurs, ils ont un projet d'installation d'une pompe à chaleur. Qu'est-ce que tu leur conseilles d'hyper concret ? Une première question à se poser, une première chose hyper concrète à faire. S'ils veulent poser une pompe à chaleur ? Ouais. C'est de vérifier l'isolation de leur maison. Ok. Si vraiment leur maison est adaptée à recevoir une pompe à chaleur, ça c'est la base première, c'est les déperditions de la maison pour que la pompe à chaleur soit cohérente en fonction de l'installation qu'ils vont faire, quoi. Ça, c'est la base de tout. Première étape, isolation. Ouais. Ou déperdition de la maison, ou faire une étude thermique de la maison pour être sûr que justement ça puisse être adapté à réaliser. Et justement, l'étude thermique, souvent le thermicien va leur faire des préconisations minimum pour derrière pouvoir poser une pompe à chaleur et que ce soit cohérent, quoi. Ok. Finalement, ça peut être pour la pompe à chaleur, mais pour tout système. Oui, pour tout. Oui. Okay. La base, pour moi, c'est une étude thermique déjà pour savoir ce que vous allez potentiellement devoir faire dans la maison pour qu'elle soit bien isolée. Et en fait, c'est de prévoir toute la coque de la maison pour savoir après comment vous allez la chauffer et pas installer un système de chauffage pour après faire le reste. Ça, c'est pas, voilà. Mais c'est logique, hein, mais c'est vrai que parfois on veut aller au plus court, au plus... c'est ça. Ouais, au plus rapide sur le chauffage, etc. Mais dans la pérennité, ce sera pas viable de toute façon. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Question plus personnelle, dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton bercail idéal ? Alors pour moi, mon bercail idéal, c'est pouvoir gérer 100% de mon habitation. Okay. Moi, ça serait de pouvoir en fait... Aujourd'hui, je fais des essais, je fais des tests, etc. chez moi, mais j'aimerais bien un système qui, comment on pourrait dire, pas forcément autosuffisant ou des choses comme ça, mais vraiment bien géré, avoir quelque chose qui analyse vraiment bien ma maison pour qu'il puisse me dire, bah voilà, là je vais faire de l'abaissement parce que je sais que t'es pas là, on va avoir des panneaux solaires qui vont récupérer une partie, etc. Enfin, c'est vraiment essayer d'optimiser au maximum mon installation parce que moi aujourd'hui je vais pas dire en tant que plombier chauffagiste d'avoir une maison autonome parce que ce serait pas cohérent par rapport à ce que je fais comme métier, même si ça a de l'avenir, hein, mais je pense que avec tout le parc qu'on a aujourd'hui d'installation de pompes à chaleur, chaudières ou maisons en rénovation, la maison autonome elle va exister mais plus dans le neuf, et c'est pour moi tout à fait logique que ça existe. Mais on a encore beaucoup de boulot à maintenir les maisons, et puis moi je pourrais pas me passer d'un plancher chauffant, donc parce que ça a un gros confort pour moi, et je trouve que c'est un peu comme une cheminée, une maison sans cheminée. Après il y en a qui aiment pas, mais voilà, moi ma maison idéale ce serait ça, c'est de
de si j'en refais une nouvelle, ce qui va peut-être arriver bientôt en rénovation, c'est d'essayer justement de bien réfléchir à l'optimisation sans forcément rentrer non plus dans des trucs ultra complexes parce que la complexité des fois engendre d'autres problèmes, mais essayer de mieux gérer mes consommations, mieux gérer de voir comment on vit dans la maison pour justement que les factures soient adaptées à la maison. Ton rythme de vie, tout ça. Pouvoir faire des essais aussi, ouais. Pouvoir faire des essais. De voir si l'abaissement de température est réellement cohérent. Est-ce qu'on fait des réelles économies ou pas? Ou est-ce qu'il faut maintenir une température fixe? Et pouvoir faire, moi j'aimerais bien, c'est avoir une maison de test où je puisse vraiment faire des vrais essais et donner des cas concrets sur les réseaux sociaux, même pour les artisans, pour qu'ils puissent l'expliquer à leurs clients, mais vraiment des essais concrets, quoi. Parce que il y a la théorie et puis des fois la pratique elle est un peu différente. Complètement. Puis surtout dans la réno, hein, c'est compliqué d'avoir quelque chose de similaire pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, et puis vous avez toujours une partie qui est finie, une partie qui est pas finie, où il y a des ouvertures, des machins, des choses comme ça, donc c'est isolé mais pas 100% isolé, donc c'est toujours un peu délicat, donc mais ouais, moi une maison où j'arriverais vraiment bien à gérer, à savoir ce que je consomme, ce qui sort de mon compteur gaz, ce qui sort de mon compteur élec, ce que je produis en élec, ma pompe à chaleur, enfin vraiment pour savoir qu'est-ce qui est le plus énergivore et de pouvoir le maîtriser, quoi. Ok. Et du coup, si t'as un mot pour définir ton bercail, ce serait quoi? Le confort. Moi, c'est important. C'est le confort. Et le plancher chauffant. Ouais, c'est ça. Trop bien. Est-ce que tu as des ressources, des personnes à suivre, des personnes que tu aimerais aussi voir peut-être sur ce podcast à nous partager? Aujourd'hui, des artisans qui montrent un peu le métier dans sa globalité. Je sais qu'il y a Derrière la façade qui est sur les réseaux sociaux, qui est dans mon secteur que je connais très bien, qui bricole pas mal, qui montre plein de choses. C'est vrai qu'il est novice sur pas mal de choses et il évolue, il fait tout dans sa maison. Donc ça, c'est des choses, je pense que c'est quelqu'un qui serait intéressant de suivre. Maintenant, il a des choses qu'il connaît pas et il fait des erreurs, mais il est transparent. Il est transparent avec ça et je pense que ce serait même intéressant de l'interviewer. Ce serait. Ok. Comment il s'appelle Derrière la façade? Mais c'est Damien. Damien. Ils font c'est avec sa femme, ils sont tous les deux, ils font les posts, ils font vraiment des belles choses intéressantes et on voit l'évolution de leur maison. Mais c'est vrai qu'ils montrent tout. Moi, je reste dans mon domaine que je maîtrise et en toute transparence, je m'adresse essentiellement aux professionnels. Maintenant, j'ai des particuliers qui me suivent et ça leur permet de se rendre compte de l'ampleur de l'installation et du travail réalisé, du prix qui est en face d'une installation. Donc ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours par rapport à ça. Mais moi aujourd'hui, voilà, c'est le professionnel qui m'intéresse, sur lequel je veux lui montrer toutes les astuces, toutes les petites choses à savoir. Demain, on va essayer de développer de la formation. Enfin voilà, pour vraiment accompagner l'artisan. Enfin moi, mon but c'est pas forcément d'accompagner des grosses sociétés parce qu'elles ont les structures pour. C'est plus l'accompagner l'artisan tout seul où ils sont 2 ou 3, ils ont pas forcément toujours le temps de se former ou de partir une semaine pour se former parce que quand ils reviennent après c'est la guerre. Donc qu'ils puissent justement avoir des contenus de formation possibles le week-end ou sur les réseaux et que je montre un peu des astuces au fur et à mesure des jours, je fasse des petits posts pour vraiment les accompagner et essayer de leur faire gagner du temps, quoi. Mais voilà. C'est à double bénéfice, hein, comme tu dis, pour le pro, bien évidemment, puisque c'est la cible que tu touches particulièrement, mais même pour, comme tu dis, pour des personnes moins sachantes, ça permet de se rendre compte aussi de l'ampleur des choses. J'ai déjà parlé pas mal avec des artisans aussi, bien souvent, comme tu disais, on t'arrive chez les gens, ils savent pas, enfin, ils ont pas cette notion-là, donc c'est chouette. C'est vrai que j'ai des particuliers qui me disent, oui, je suis passé par un artisan, j'ai bien vérifié qu'il avait mis ceci, cela, parce que t'en parles souvent, tu dis que c'est important. C'est des questions aussi à se poser. Donc oui, j'ai pas une volonté d'avoir une communauté. Enfin, c'est pas que c'est pas une volonté, c'est que en fait ça filtre naturellement parce que comme je parle beaucoup de technique, c'est vrai que pour certaines personnes qui sont pas du métier, je pense qu'à un moment donné c'est fatigant parce que même si j'essaie d'avoir
une pédagogie et l'explication la plus simple, parce que je m'adresse aussi bien à des apprentis qu'à des gens en reconversion qu'à des gens qui sont très confirmés. Donc il faut toujours avoir un discours quand même relativement facile à entendre pour toute cette communauté-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, j'ai une part de particulier, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de personnes qui souhaiteraient qu'on réalise leur installation un peu partout en France. Grâce à ça. Mais c'est pas toujours évident à faire, quoi. On en fait de temps en temps, mais on peut pas tous les faire, quoi. Bah oui, non, c'est sûr. Est-ce que tu as d'autres ressources ou d'autres personnes aussi, du coup, par rapport à Derrière la façade, ou tu avais d'autres choses auxquelles tu pensais? Aujourd'hui, en termes de bouquins, moi je sais que s'il y a des professionnels ou des gens qui sont potentiellement intéressés dans la reconversion, il y a des ouvrages type plus dans la partie froid, clim, et installation de pompe à chaleur, plus pour comprendre le phénomène du thermodynamique. Okay. Il y a des ouvrages comme le Codza qui peuvent s'acheter à la librairie technique. C'est librairietechnique.com, je crois, ouais, c'est ça. Okay. Et après, il y a des ouvrages comme le cintrage cuivre aussi, où pour ceux qui ont vu les vidéos de mon entraînement pour les MAF, j'avais un coach. Et ce coach-là écrit des bouquins sur le cintrage cuivre, sur le façonnage acier, cintrage cuivre. Et c'est vendu aussi à la librairie technique. C'est Nicolas Henry qui écrit ces ouvrages-là. Donc c'est quelqu'un qui est du métier et qui a écrit vraiment des super ouvrages sur le cintrage cuivre qui sont juste génial, quoi. C'est très très bien expliqué, très ludique, très facile à comprendre, même pour une personne qui est pas du métier, saura faire du cintrage. Alors forcément, faut une cintreuse cuivre, etc. Mais après, sinon, c'est du pain béni, quoi. C'est vraiment super bien écrit. Donc voilà. Après, là comme ça, j'en ai pas plus. J'en suis certain, mais je passe énormément de temps à faire du contenu, etc. Donc je passe pas beaucoup de temps au final sur les réseaux, quoi. Non, mais c'est déjà très bien. Je mettrai ça dans la description de toute façon du podcast. Et puis, qui sait, peut-être que dans notre audience, on a des gens qui ont envie de devenir plombier ou qui ont la curiosité de ça. Donc, ça pourrait peut-être les intéresser. Donc, merci pour ça. Où est-ce qu'on peut, du coup, te suivre, te retrouver sur tes réseaux et voir un peu tout ce travail-là? Alors, Enfile ton bleu est présent sur TikTok, mais c'est plus des formats courts où je parle un petit peu, mais pas non plus. Enfin voilà, c'est plus on met plus des posts sur TikTok. Je fais pas beaucoup de stories sur TikTok. Mon réseau social de prédilection, c'est Instagram, où là je suis présent tous les jours, à peu près entre 10 et 15 minutes par jour en story, où je vous montre toutes les installs au quotidien, tout le temps. Ça arrive de temps en temps que je sois pas là, mais c'est très très rare quand même. Je réponds à tous les messages sur Instagram. Les gens qui veulent me contacter, ce sera sur Instagram. Je réponds vraiment à tous les messages. Après, on est présent sur YouTube. Ok. Donc plus pour les formations techniques. Alors il y a une petite spécificité, une petite particularité, c'est que tous les contenus techniques sont visibles. En fait, à chaque fois qu'on sort un contenu technique pour les professionnels, il est visible une semaine sur YouTube. Et après, il est en privé sur le site Enfile ton bleu. Ok. Donc, vous tapez enfiletonbleu.com sur Google, vous allez forcément tomber sur le site internet Enfile ton bleu. Et donc, de là, en fait, quand vous êtes artisan, enfin, du métier, il faut juste remplir une petite liste pour bien confirmer que vous l'êtes. Moi, derrière, je filtre les inscriptions et vous avez un accès à des vidéos privées qui sont plus dédiées au métier. Alors, c'est pas une question de brider ou pas le particulier, c'est plus une question qu'il y a des choses qui doivent être faites par le professionnel et pas par le particulier. Notamment, par exemple, la manipulation des fluides frigorigènes qui a un impact sur la couche d'ozone. J'ai pas envie de retrouver ça un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est plus, voilà, cette volonté-là et puis de créer une communauté. Aujourd'hui, le site Enfile ton bleu a une communauté à peu près de 600 abonnés, ce qui est quand même... Je m'attendais pas forcément à ça. Et derrière, on souhaiterait vraiment développer et accentuer la partie formation, notamment pour les gens qui démarrent ou qui sont en reconversion et qui veulent se lancer.
d'essayer de leur apporter vraiment toutes les cartes possibles pour qu'ils puissent bien démarrer et potentiellement pas se faire avoir, parce que dans tous les cas, il y aura forcément des choses où on se fera avoir, mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais plus voilà des choses où ils peuvent gagner du temps et en choix de matériel, par exemple. Alors pas forcément promouvoir une marque spécifiquement, mais pouvoir les accompagner, pouvoir justement faire venir des marques pour que les marques puissent leur montrer un peu le matériel et puis les former directement sur le produit avant qu'ils commencent à le faire chez le avant qu'ils commencent à le faire chez le particulier, quoi. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien. Et ben je mettrai tout ça également dans le descriptif, comme ça tout le monde. Après moi je suis basé dans le Nord. S'il y en a qui sont intéressés, nous on est passé du côté de Lille à peu près, dans le secteur de Lille, et l'entreprise c'est Thermhydrotech. Oui, trop bien. Trop bien. Merci beaucoup, Gonzague. Merci pour ce partage. J'ai plus qu'à clôturer cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Bah non, j'étais très content d'être là et puis de dire que ce que je dis toujours, hein, le travail c'est la santé. Donc il faut bosser. Voilà, c'est le plus important. Tu vas faire plaisir à mon grand-père qui dit souvent cette phrase-là aussi. Petit aparté. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs si vous êtes encore là. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans vos bercailles. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est l'heure du bilan. Voici les 3 choses principales à retenir. Si je devais retenir 3 choses de cet entretien, ce serait déjà de faire un choix éclairé. Avant d'opter pour une pompe à chaleur, évaluer la capacité à assumer l'entretien régulier et le coût initial. Pour les maisons peu isolées, une chaudière gaz combinée à des travaux d'isolation peut être une alternative peut-être plus cohérente. Ensuite, l'entretien est crucial. L'entretien annuel de la pompe à chaleur est essentiel pour garantir son bon fonctionnement et prévenir d'éventuels problèmes. Choisissez toujours un artisan de confiance, formé et référencé de préférence par la marque. Il sera capable de suivre l'installation dans le temps. Enfin, si vous vous lancez dans ce projet, des aides gouvernementales existent. Pensez à valider le devis avant de débuter les travaux. Et enfin, on le rappelle, les artisans sont plus formés pour l'installation et moins pour la paperasse administrative. C'est à vous de commencer les démarches. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons au bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.